Bonjour tout le monde, je suis très content d'être ici pour faire cette présentation. Donc je ne suis pas vraiment un précurseur des archives ouvertes, mais ça fait un moment que je m'y intéresse et surtout je suis responsable de la documentation dans un centre INRA qui est le centre PACA et j'ai en même temps le travail de former les chercheurs, de les inciter à déposer dans les archives ouvertes. Et c'est aussi cet aspect qui est intéressant, c'est vraiment l'aspect, plutôt à ce titre-là que je vais parler, de l'aspect pratique, l'aspect de terrain des archives ouvertes. Enfin, ça va être un petit peu l'angle de ma présentation. Donc je vais reprendre un petit peu, hein, parce que c'est important qu'on sache un petit peu de quoi on parle, même s'il y a beaucoup de choses que la plupart des spécialistes connaissent. C'est quand même bien de regarder un petit peu toutes les définitions et puis les différentes approches de l'open access. Et puis aussi les différentes directives. C'est quand même un domaine qui est sans cesse, où il y a sans cesse des nouveautés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui sont inscrits à la nouvelle liste de diffusion accès ouvert, où on voit beaucoup de nouveautés chaque jour, beaucoup d'analyses. Donc c'est une activité très foisonnante et c'est important de voir un petit peu parmi tout ça quelles sont les directives et qu'est-ce qu'on peut avoir. Et puis le dernier point, ça va être les nouvelles manières de publier. Donc là, ça va être aussi abordé un peu plus tard, mais c'est important de voir les évolutions qu'il peut y avoir au niveau de l'édition. Donc l'open access, hein, donc une définition par vraiment un précurseur de l'open access qui s'appelle Peter Suber. Donc la littérature scientifique en open access est numérique, en ligne, gratuite, et exempte de la plupart des restrictions en termes de copyright et de licence. Ce qui rend l'open access possible est l'Internet et le consentement de l'auteur ou du détenteur du copyright. Donc ça, peut être une définition qui est assez claire sur ce qu'on attend par open access. Après, ça se décline par deux voies. Il y a la voie dorée, qu'on appelle la gold, et la voie verte. Hein, donc les revues ouvertes, hein, qui gardent le système d'évaluation par les pairs. Les articles, la différence avec ces revues, c'est que les articles acceptés sont à la disposition de tous gratuitement. Et puis les dépenses de ces revues qui concernent l'évaluation des articles par les comités de lecture, etc., sont pris en charge soit par des organismes qui subventionnent, soit par l'auteur. Dans ce cas-là, on parle d'auteur-payeur. Alors pour donner un peu une idée de l'importance de ce mouvement, hein, donc il y a un site qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais c'est important de le rappeler, c'est DOAJ, qui recense 2529 journaux en open access. Les archives ouvertes, donc la voie verte, hein, donc c'est des sites qui ne sont pas oumis à évolution par les pairs, mais mettent simplement leur contenu gratuitement à la disposition de tous. Alors, on parle de publications scientifiques. Hein. Ces archives peuvent contenir des préprints non évalués par les pairs, des publications ou bien les deux. Ils peuvent appartenir à des institutions comme des universités ou des laboratoires. Donc, comme j'ai cité, c'est important aussi de faire cette distinction pour voir de quel type de document on parle, parce qu'un article scientifique peut avoir plusieurs versions. Donc une version préprint, hein, l'article qui n'a pas encore été vérifié par les pairs, qui n'a pas encore été relu par le comité scientifique ou comité de lecture. Les postprint qui ont déjà été certifiés par les pairs. Et là, il y a donc deux versions. Il y a la version Final Draft Post-Referring. C'est une version sans mise en page de l'auteur, numérotée pour la plupart du temps, mais qui intègre les corrections demandées. Donc c'est une version conforme à la validation, mais qui n'a pas la mise en page de l'éditeur. Et puis la version éditeur, hein, c'est celle qu'on connaît en PDF, hein, c'est l'article publié mis en forme par l'éditeur. Pour article publié, hein, ça peut être un postprint, ça peut être communication de congrès, thèse, article, chapitre d'ouvrage, etc. Donc là, un site, pour se rendre compte de l'importance de ce mouvement des archives ouvertes, c'est Base, c'est un moteur qui en fait moissonne les différentes archives des instituts à travers un protocole OIPMH. Mais juste pour vous donner une idée, c'est environ 40 millions de documents et il y a à peu près 2200 archives au niveau mondial et 70 en France, plus
175 projets identifiés, donc il y a beaucoup de mouvements et d'importance de cette voie verte aussi. C'est relativement important parce qu'il y a quelques années, on disait ce mouvement de l'open access n'est pas assez représentatif. Et maintenant, on se rend compte que c'est pratiquement la voie, que pratiquement la plupart des documents, où on va arriver vers un grand nombre de documents en open access par rapport à la littérature mondiale. Donc les enjeux, c'est l'accessibilité pour tous, pour tout public académique, mais aussi non académique. Le problème de retrouver les documents qu'on veut utiliser sans avoir des barrières, sans savoir, sans passer par des portails qui nous donnent accès, mais des fois qui ne nous donnent pas accès. Donc cette possibilité d'accéder aux documents. La visibilité supérieure à la publication actuelle. Si le document est plus accessible, des travaux montrent qu'il est plus réutilisé, plus cité, etc. Donc plus visible. Une meilleure possibilité de réutilisation des contenus. Quand des experts de la Commission européenne ou des différents acteurs veulent utiliser des documents pour faire des rapports, etc., si jamais il y a une possibilité d'avoir une utilisation tout de suite, cette réutilisation extrêmement importante, qu'on puisse reprendre tout de suite sans barrière toutes les informations, faire du traitement sur les données, etc. Facilite le travail en réseau. Quand on a un document, on peut le signaler et ça donne plus d'accès. Accompagne les stratégies institutionnelles de communication pour la voie verte. Quand on a une archive ouverte, c'est aussi un élément de communication institutionnelle. C'est aussi des indicateurs d'utilisation ou de production. On peut définir différents indicateurs à partir de ces données. Et puis le problème aussi de l'archivage, ou au moins sur des sites précis pour les archives ouvertes, on sait qu'il y a toute une politique d'archivage qui peut se mettre en place. Donc pour reprendre quelques points sur les deux voies, l'accès donc de la voie dorée, donc l'accès est libre. Le modèle auteur-payeur, 67% des journaux sont gratuits pour l'auteur, mais il y a quand même la plupart, il n'y en a pas un nombre assez important qui demande à ce qu'on paye, que l'auteur paye les droits de publication. Certaines dérives par rapport à ce modèle, qui sont cités dans un site qui est assez connu sur les prédateurs de l'open access, et puis un système open choice de certaines revues classiques qui propose, si on paye un supplément, de rendre l'article en accès libre. Donc on appelle ça revue hybride. Alors selon définition, ça rentre dans le cas de la voie dorée ou non, mais c'est un système qui existe, qui pour les spécialistes n'est pas vraiment du gold, enfin n'est pas vraiment de l'open access. Pour voir un peu un site qui s'appelle OpenEasy, qui a été créé par Spark, PLOS et puis OSPA, qui donne des critères pour évaluer si une revue est en open access ou pas. Et c'est intéressant d'utiliser pour voir comment on peut élaborer un mandat. Donc, je vous donne les différents critères qui sont pris en compte. Le droit du lecteur, le droit de réutilisation, le copyright et le droit de dépôt de l'auteur, le dépôt automatique dans une archive ouverte, la lisibilité par les machines. Donc c'est un grand tableau qui reprend ces 6 critères et qui les classe en fonction de pas du tout d'open access jusqu'au open access complet. Quand on parle d'auteur-payeur, on a quand même des sommes assez importantes. Donc ça, c'est une étude qui a été de cette année, qui donne un peu par discipline le coût que coûtent donc les APC, les charges pour publier d'un article, en fonction de la discipline. Donc on voit que c'est assez variable. Ça peut aller de plus de 4 000 $ pour la chimie, pour la géographie, à 1 400. Enfin, le coût est quand même assez important. Donc les avantages et inconvénients du Goldoa, de la voie dorée, donc, ne modifie pas le rôle des éditeurs ni des auteurs. Le revue fonctionne sur le même principe. Il y a une version unique du document. Il n'y a pas un préprint qui est dans une archive, un final draft qui est dans une archive et puis un autre type de document. Il n'y a pas de manutention sur le document puisque l'éditeur en fait le met en ligne et il est disponible sur tous les sites de recherche d'informations. Et puis les inconvénients, c'est que comme la diapo précédente l'a montré, il y a des coûts élevés qui ne sont pas adaptés à certaines équipes de recherche.
Il y a des dérives possibles pour augmenter le nombre d'articles, puisque si on paye au nombre d'articles, les revues vont avoir tendance à accepter plus d'articles pour avoir plus de revenus. Et puisque c'est des licences complètement open access, il faut quand même bien lire les licences pour des fois se rendre compte qu'ils donnent juste un accès, que certaines revues donnent juste un accès libre, mais ne donnent pas le droit de réutiliser l'article. Où il y a toujours des ambiguïtés dans les licences qui font que ce n'est pas complètement de l'open access. Donc la voie verte, hein, donc, les archives institutionnelles. Donc, ce qui est intéressant, c'est les services qu'ils peuvent proposer pour la valorisation du document en texte intégral, la diffusion dans d'autres plateformes, et puis différents services qu'on ne trouve pas sur d'autres sites et qui sont plutôt adaptés soit en interne aux chercheurs de l'Institut, soit en externe. Donc, par exemple, la liste des publications. Si un chercheur met toutes ses publications dans une archive ouverte, il pourra en ressortir sa liste comme il le veut quand il en a besoin. Différents exports, des statistiques de consultation et de validation. Et tous ces services sont vraiment propres à une archive ouverte et on ne les trouve pas dans sur d'autres systèmes. Donc l'archivage, hein, qui est extrêmement important, de pouvoir archiver tout ce qui a été fait. Et puis la qualité du signalement du document, puisque les métadonnées, l'affiliation par les auteurs sont repérées par les instituts et de manière beaucoup plus précise que dans d'autres systèmes. Donc ça, c'est un exemple. Hein. Donc ProdINRA, c'est l'archive ouverte de l'INRA, donc qui est au milieu. Et en même temps, on voit qu'il y a des passerelles qui sont développées, propres à une archive, qui vont vers des sites qui sont clés pour l'INRA. Et donc, il y a des échanges de données qui sont faits à partir des données d'un institut et qui sont contrôlés. Et ces échanges sont contrôlés par l'Institut. En plus d'être ouverts sur Google Scholar, on a la possibilité de dire, tiens, il y a un portail de l'environnement qui est intéressant. On veut que certaines données apparaissent dans ce portail, et hop, on crée le connecteur qui va bien. Donc les archives ouvertes, il y a quand même un frein, c'est qu'il y a relativement peu de dépôts du document en texte intégral. Hein. Souvent, on met la notice, mais le texte intégral du document n'est pas toujours disponible. Et un moyen d'y arriver, c'est de faire un mandat. Donc l'institution fait un mandat fort en disant, voilà, sous certaines conditions, on veut que tous les chercheurs déposent dans une archive ouverte. Donc il y a deux modèles à suivre, hein, qui sont le modèle de Liège avec l'archive Orbi, qui est vraiment très bien documenté, avec des résultats très positifs, et l'Université du Minho au Portugal, qui aussi a des très bons résultats, parce que c'est quand même très important de se rendre compte que les chercheurs, c'est pas naturel pour eux forcément de déposer dans une archive ouverte, mais si on leur explique bien les enjeux, si ils voient qu'il y a des retours, alors là, ça devient de plus en plus naturel et de plus en plus facile de les faire adhérer à ce dépôt. Donc une fois que les auteurs ont compris l'intérêt du dépôt, ils adhèrent plus facilement. Il y a de très bons résultats de ces mandats. Et donc c'est intéressant aussi dans le modèle, dans la présentation de Liège, ils disent bien, voilà, l'auteur, il dépose son document, mais après, tout ce qui se passe derrière, c'est la responsabilité du back-office, des documentalistes, pour mettre le document dans l'archive ouverte et le faire apparaître avec tous les droits et tout ce qui est demandé par l'archive. Donc en France, il y a très peu de mandats institutionnels. Hein. Il y en a quelques-uns, donc à Toulouse, Ottawa, l'Université d'Angers qui en met en place un, et puis l'ENSAM à Paris aussi. Donc ça, c'était un peu, je vais peut-être un peu accélérer. Pour reprendre dans une archive ouverte, il y a différentes étapes. Hein. Donc il faut déjà arriver à récupérer le final draft post-referring, donc bien que les chercheurs sachent où il est et comment et bien savoir que c'est cette version du document. Avoir les accords de tous les auteurs, l'accord de l'éditeur en fonction de l'embargo. Donc là, il y a un site Sherpa Romeo, hein, tous les spécialistes connaissent, qui disent, là, sur une revue, sur cette revue, l'auteur peut archiver le préprint. Et pour archiver le post-print, il faut qu'il accepte les restrictions en dessous. Mais il ne peut pas archiver, vous voyez la croix rouge, la version PDF de l'archive. Donc ça, il y a 2-3 sites comme ça. Il y en a un en France qui s'appelle Héloïse, qui permet de contrôler ce qu'accepte l'éditeur. L'ajout du masque de l'archive, l'identité de l'archive ouverte, et puis les métadonnées, etc. Donc ça, c'est le processus qui est relativement complexe et qui peut être assez lourd. Donc en France, bon, ça je vais passer parce que ça va être présenté après au niveau de la convention de partenariat avec HAL, mais il faut savoir qu'on a
HAL, c'est la plateforme d'archivage de toutes les archives. Donc je vais passer, ça va être présenté après. Il y a 2 modes de mutualisation. Donc ça c'est HAL. Je ne pouvais pas faire une présentation sur les archives ouvertes et sur l'open access sans présenter HAL. Mais ça va être fait plus tard. Donc ça c'est un portail HAL donc de l'IRD qui reprend le même outil et qui fait son archive avec cet outil. Et puis là, une autre archive qui est assez récente, qui est fait sur un autre système, mais dont les contenus seront dupliqués dans HAL selon l'accord qui est en place. Donc le gris noir, la voie verte, le plus c'est l'archive institutionnelle, c'est l'institution qui contrôle ses publications, qui sait exactement combien il y a de publications, quel type de publications il y a, etc. Qui peut créer ses propres services, ça c'est assez important. Et c'est tout type de publication, y compris les thèses, les rapports de congrès, etc. Tandis que la voie dorée ne s'occupe que des articles. Et puis le moins, c'est le sujet aux autorisations des éditeurs. Et il y a des embargos qui peuvent être assez importants. L'embargo, c'est le délai entre la publication et le moment où l'éditeur permet la mise en ligne sur une archive ouverte. Il y a travail supplémentaire de gestion des droits et fabrication de PDF non éditeurs. Donc il y a une mise en place du masque, insertion dans une archive, etc. Et puis il y a relativement peu d'adhésion des auteurs sans mandat, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même un enjeu assez important de la documentation de faire adhérer ces auteurs, ces chercheurs au dépôt dans une archive ouverte. Donc les directives, je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc les directives, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mouvements d'institutions qui se déclarent en faveur du libre accès et qui poussent avec différentes initiatives à ce qu'on aille vers le libre accès. Et ça c'est important aussi, autant le chercheur va être intéressé par les services, mais il faut voir que si on se place au niveau des gouvernements ou des institutions, il y a vraiment une forte volonté que tout soit mis en open access. Donc ça c'est l'Union européenne, donc il y a de nombreux projets pilotes qui ont été mis en place qui servent après à définir la nouvelle politique de l'Union européenne qui va s'appeler Horizon 2020. Donc il y en a qui vont être présentés, notamment OpenAir, il y a Medoanet, je ne peux pas tout laisser décrire, mais il y a énormément de projets qui sont financés pour justement sur l'open access. À partir de 2014, il va y avoir un projet qui se met en place, une directive, on ne sait pas encore exactement comment ça va paraître, qui s'appelle Horizon 2020. Donc là, qui va s'intéresser au green et au gold, vous voyez bien la distinction entre les deux, et qui va demander, voilà, pour l'obligation de mettre les documents en libre accès dans tous les domaines, pour les revues, les publications, les articles publiés, avec un embargo relativement raisonnable. Parce qu'un embargo, plus l'embargo est important, plus on perd de l'intérêt à mettre les documents en archive ouverte. Donc voilà, l'embargo maximum sera de 6 à 12 mois. Donc s'il y a des éditeurs, ils pourront peut-être après se positionner par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment une position de l'Union européenne. Et en plus, il y a des pilotes pour les données de la recherche. Bon, ça, on verra. Et puis, donc, pour des coûts, l'Union européenne pourra rembourser des coûts pour la voie dorée qui seront éligibles quand un projet court, quand un projet est en place. On peut signaler qu'il y aura des coûts pour la mise en ligne de l'auteur-payeur sur des publications et qui pourront être pris en charge par l'Union européenne. Voilà, et les pays européens sont incités à s'aligner sur la politique de la Commission européenne. Donc ça, je ne sais pas exactement comment ça va se faire, mais en tout cas, chaque pays devra se positionner très rapidement sur cette politique. Donc il y a ça déjà pas mal, il y a déjà des pays qui sont assez avancés. Donc ça, c'est des travaux et l'interview d'Alma Swan sur l'Union européenne. Il y a des pays qui ont déjà des politiques de dépôt en archives ouvertes pour la Belgique et l'Irlande. L'Espagne, la Norvège, le Danemark sont déjà alignés sur la position de la Communauté européenne. Et puis en Australie, il y a des agences qui appellent pour le dépôt dans une archive ouverte. En fait, c'est vraiment pour montrer que tous les pays vont avoir une position très importante sur les archives ouvertes très rapidement. Ça, c'est au niveau des États-Unis. Donc,
Vous avez entendu peut-être parler des projets donc, de la mise en ligne par la Maison Blanche, hein, qui a fait une déclaration en faveur de l'open access. Donc elle est assez importante aussi. Hein. Elle demande aux agences américaines qui financent la recherche de mettre des archives en place à partir d'août 2013 pour diffuser les articles dans la version peer review, hein, donc dans leur version validée par les pairs, avec un embargo au maximum de 1 an et avec le jeu de données indisponible. Donc ça c'est arrivé en 2013, en février, et donc ça a été vraiment un mouvement fort aussi en faveur de l'open access. Donc à partir de là, très récemment, il y a une proposition qui s'appelle Chorus, qui est une proposition des éditeurs américains pour créer une archive commune pour atteindre cet objectif. En gros, ils proposent d'avoir une archive, si j'ai bien compris, hein, parce que il y a peut-être des choses à voir, qui proposent une archive commune dans laquelle tous les documents qui seront éligibles à ce que a décidé la Maison Blanche puissent se mettre en place dans une archive commune. Et donc on voit encore apparaître les éditeurs dans un processus d'archives ouvertes qui ont cette capacité à s'organiser, à mettre en place des procédures communes, à s'appuyer sur leurs travaux existants. Et apparemment, hein, d'après ce qu'a mis Michel Vajou en ligne, c'est qu'un projet assez clair dans ses contours. Et à partir de là, il y a une autre proposition qui est faite, qui s'appelle SHARE, qui est une proposition de l'association Research Library américaine, hein, qui fait une autre proposition pour répondre à ces besoins américaines. Mais là, on voit encore que très rapidement, il y a une volonté très forte vers l'open access. Et puis alors plus récemment, alors là, c'est le 13 juin, il y a donc les ministres des sciences du G8 ont fait une déclaration en faveur de l'open access. Hein. Donc là aussi, toutes ces déclarations, quand même, au niveau français également, vont dans le sens que la plupart des documents soient disponibles en open access. C'est vraiment une volonté forte. Ils reconnaissent que l'important bénéfice de mettre en ligne l'immédiat, l'accès immédiat aux données, hein, aux publications. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, qui est financé par des fonds publics. Donc le rapport Finch, lui, alors c'est au niveau du Royaume-Uni. Donc il est un petit peu différent. Alors lui, autant les autres poussent plutôt pour la voie verte, les archives ouvertes, et même au niveau français, c'est quand même la voie verte qui est quand même assez plébiscitée. Mais il y a souvent quand même les deux on n'attend pas la voie dorée. Aux États-Unis, eux, ils proposent la priorité de publier dans une revue Gold, hein, donc en payant les APC, donc les charges liées à l'article, et une diffusion en licence CC BY. Donc je pense qu'on aura une intervention sur les droits des publications et des archives ouvertes, donc je passe. Mais autrement, si ce n'est pas possible, hein, on met les documents dans la voie verte. Donc financement par le gouvernement. Hein. Alors il faut savoir que le Royaume-Uni, en 2010, c'était 120 000 publications. Tout à l'heure, on a vu les coûts que pouvait coûter la mise en ligne et les coûts par l'auteur. Donc on voit que c'est des sommes considérables et il faut voir ce que va donner ce rapport. Donc il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre, évidemment, parce que les institutions, les domaines qui ont plus d'argent auront peut-être plus de facilité à payer ces Goldoa, de se faire financer ce système. Et puis, du coup, ça fait moins d'argent pour la recherche en elle-même, parce que si l'argent part sur des frais de publication, il est plus disponible pour de la recherche, le financement de la recherche. Donc tout ça, ça montre que quand même les deux voies ne sont pas forcément idéales. C'est pas encore. Il y a des inconvénients des deux côtés. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des nouvelles manières de publier, des revues qui se positionnent différemment. On en aura un peu cet après-midi aussi des exemples avec revue.org et puis avec les IP journaux. Hein, donc ça, c'est quand même intéressant de voir si cette voie peut correspondre à d'autres besoins et un petit peu essayer de proposer d'autres alternatives à la voie verte et à la voie dorée. Donc là, j'ai pris quelques exemples. Hein. PeerJ, donc ça c'est une revue en sciences de la vie,
Le système est un peu différent, c'est très récent aussi, hein. Chaque auteur paye pour publier. Alors il y a différents modèles, mais c'est jusqu'à 299 $ à vie. Et puis il s'engage à une révision d'articles par an. Et après, tous les articles sont en libre accès. Donc c'est un modèle qui se met en place et qui a des inconvénients et des avantages. Il faudra voir ce qu'il donne. FMIL Research, Faculty of Thousand Research. Donc là aussi, c'est un Open Science Journal, hein. Donc l'article est mis en ligne. Et puis après, la validation se fait après publication, hein. Donc on met en ligne un préprint en fait. Il est validé une fois qu'il est déposé sur le site. Et toute la partie révision de documents est libre et on peut voir les commentaires qui se mettent en place. Donc là aussi, une nouvelle alternative. Alors, bon, c'est comme celle-là, c'est un éditeur privé, mais c'est quand même intéressant de voir ces nouveaux modèles qui se mettent en place. Et d'un autre côté, je n'ai pas la diapo, mais il y a aussi Nature Géosciences, qui lui a pris l'autre voie, qui lui propose la révision aveugle des articles. C'est-à-dire que personne ne sait qui relit, personne ne sait quels sont les auteurs, et les instructions aux auteurs sont de dire ne mettre aucun indice, ou vraiment gommer tout indice qui pourrait permettre aux relecteurs, aux reviewers de deviner de quelle revue, de quel laboratoire il s'agit. Donc il y a une évolution assez importante, hein, sur ce modèle de peer review et sur le modèle des revues qu'il faut quand même suivre. Aussi des nouveautés, alors il y en a un peu partout, hein, en ce moment. Il y a les DORA, qui est une déclaration sur l'évaluation de la recherche et qui en gros dit bon ben voilà, le facteur d'impact ça suffit, on veut proposer autre chose qui se base sur d'autres critères que le facteur d'impact, et c'est signé par des éditeurs et par de plus en plus de personnes. Donc là aussi à suivre, hein, c'est assez récent comme initiative. En même temps, il y a un article qui a paru en 2012 qui indique que le facteur d'impact, la relation entre le facteur d'impact et la citation du papier, la relation devient de plus en plus faible. Donc là aussi, évolution des facteurs d'impact et des indicateurs. Altmétrique, aussi une autre manière d'évaluer ce qui est publié. Donc là, c'est quelque chose qui commence à être un peu connu, qui va créer un score en fonction de l'impact que peut avoir le document, de la diffusion de ce document sur les différents réseaux sociaux. Donc il y a un cercle qui s'affiche avec à l'intérieur, vous voyez, le nombre de fois où c'était tweeté, le nombre de fois ça apparaît sur des pages Facebook, mentionné en des Google+, etc. Et donc après, le nombre de citations, hein, dans Crossref et puis dans Scopus. Donc ça, c'est le score Altmetrics. Alors, il y a une API qui est disponible, qui devrait permettre de l'implémenter dans n'importe quel système, donc pour avoir cette mesure. Et il y a une bookmarklet qu'on peut installer dans son navigateur qui, chaque fois qu'on va sur un article, peut donner ce genre d'informations. Combien? Non, je finis. Donc, le réseau, une chose importante aussi, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une discussion sur la liste accès ouvert, hein, c'est l'importance des réseaux sociaux pour la diffusion des articles et tout ce qui est autour de l'accès ouvert, hein. Donc là, j'ai repris ResearchGate, Mendeley, qui sont un petit peu les réseaux phares. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que les chercheurs sont invités à mettre les PDF sur ces plateformes. Et du coup, les droits ne sont pas forcément respectés, puisque quand on demande à un chercheur de mettre un PDF, lui, il va les mettre, il ne va pas forcément s'occuper des droits derrière. Et il y a aussi une confusion après, c'est-à-dire que on pense que c'est une archive ouverte, que si les PDF sont sur ces réseaux, c'est que quelque part c'est déposé par les auteurs, et donc ça fait le rôle d'archive ouverte. Donc du coup, ça réduit le trafic, il y a une confusion, et ça réduit le trafic sur les véritables archives ouvertes. Donc une bonne pratique qu'on pourrait donner aux chercheurs, hein, c'est on signale le document sur le réseau, mais en même temps, on met le lien qui va vers l'archive pour indiquer vraiment que c'est l'archive qui est le site de référence pour l'auteur et son institution. Ça devient important quand il y a plusieurs documents qui sont diffusés, de savoir qu'à un endroit précis, il y a un document qui est diffusé en fonction des règles et qui est accessible, qui est bien documenté et accessible. Puis Moyen ScienceWorks, c'est un autre réseau qui commence à travailler sur qui ne s'occupe que des documents en archive ouverte, donc c'est aussi à suivre.
Donc, conclusion, hein, je vais passer un peu rapidement. Donc, le Goldois, il y a quand même des avantages, c'est qu'il n'y a qu'une seule une version unique du document. Le rôle des éditeurs est bien identifié et on paye les frais de revue, mais ça coûte cher. Il y a des dérives qui sont possibles et puis ça ne concerne pas toutes les revues. Le Greenois, donc chaque institut gère, valorise sa production scientifique et propose d'autres services, mais quand même en l'absence de mandat, peu de documents déposés. Il y a un travail important des documentalistes en back-office pour mettre ces documents en ligne. Et donc c'est un peu l'enjeu de cette journée, comment favoriser le dépôt dans les archives, comment est-ce qu'il faut créer toutes les revues en libre accès, est-ce qu'il y a d'autres modèles qui sont généralisables, et ça va être intéressant de voir toutes les discussions autour de ça. Ma dernière diapo, donc bon en fait je reprends un petit peu le professionnel de l'IST et l'open access, hein, pour dire qu'il y a un socle de base qui est important de bien connaître quels sont les impacts de l'open access, la politique incitative, les politiques incitatives, les modèles de publication pour pouvoir informer les chercheurs et pour pouvoir discuter et choisir les meilleures options. Et puis donc sensibiliser, informer les chercheurs, participer à ces archives, au développement de ces archives, développement technique, s'il y a des services, comment les créer, etc. Signalement des documents et qualité, enfin ça c'est tous les points sur lesquels on se retrouve en liaison avec l'open access. La formation à la publication, le data mining, tout ça c'est des compétences qui sont liées à ce qu'on peut avoir au niveau de l'open access. Voilà, merci. Et j'en profite pour signaler qu'il y a une semaine de l'open access en octobre 2013 et que ça serait bien de faire quelque chose, mais on ne sait jamais, s'y prend toujours trop tard. Enfin, voilà. Merci bien.